Hola a todos, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, franchement j'étais fatiguée de tout, j'avais la flemme de tout. Mais là du coup c'est bon, je pense qu'on est reparti et on repart avec le 3e épisode consacré à la série. Tout le monde connaît, mais on n'a rien compris. Donc cette fois-ci, ce sera pour parler de l'affaire Outreau. Ça a été, à mon sens, l'une des affaires les plus compliquées à découdre, tellement il y avait d'informations, de dates. Il n'y avait rien qui concordait, en fait, d'un reportage à un autre. J'ai lu également certains des bouquins écrits par les personnes impliquées dans l'affaire Outreau, afin de me faire une idée plus générale. Je vais essayer de rester le plus neutre possible dans ma vidéo, pour que vous puissiez, en fait, vous faire votre propre avis à vous. À la fin, je vous mettrai donc le petit sondage, comme je le fais pour la série de Tout le monde connaît mais on n'a rien compris. Je le mettrai sur YouTube, puisque c'est plus simple de le mettre sur YouTube. Et puis, écoutez, je pense qu'on va cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement. Et puis, je vous dis à tout de suite. Avant de vous dire à tout de suite, je pense que je vais être assez limitée au niveau des archives vidéo, puisque Lina s'est fait un malin plaisir de racheter toutes les copies des flash infos relatives à l'affaire Outreau, donc ça va être très très compliqué pour moi. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Vous le découvrirez pendant la vidéo, comme moi je le découvrirai, puisque là j'en suis pas encore au montage, vu que je commence à peine à tourner. Mais du coup on le découvrira ensemble, j'espère vous faire quelque chose de propre. Donc cette fois-ci, je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. C'est le procès de l'horreur, le procès de l'indicible qui s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. 17 adultes, dont 6 femmes, comparaissent pour des viols en réunion et des actes de barbarie sur des enfants. 18 garçons et filles, âgés de 3 à 12 ans au moment des faits. Ces enfants sont des enfants qui ont quand même de graves séquelles à cause justement de ces mêmes adultes. Ils ont servi d'objet pour ces adultes et ça ne devrait pas être permis. Les témoignages des enfants sont-ils crédibles? C'est sur ce point que porteront notamment les débats, sur ce point que s'affrontent déjà les avocats. Placés dans des familles d'accueil, les enfants tentent aujourd'hui de se reconstruire. Le procès doit durer 6 semaines. Tout commence le 30 novembre 2000 à Outreau, une petite ville qui se situe dans le Pas-de-Calais. Les services sociaux reçoivent 2 notes d'information de 2 familles d'accueil distinctes qui leur expliquent que les enfants qui sont placés chez eux, Jonathan et Dimitri Delay, âgés de 6 et 8 ans, leur ont confié qu'ils regardaient très régulièrement des films pornographiques avec leurs parents, Myriam Badawi, âgée de 36 ans, et Thierry Delay, âgé de 37 ans. Les services sociaux se rendent sur place afin d'interroger les 2 petits garçons. Donc là, ils répètent ce qu'ils ont confié à leur famille d'accueil, et Dimitri ajoute même que son papa lui fait très régulièrement l'amour. Leur frère aîné de 10 ans, Shérif, surnommé Kevin, est à son tour interrogé par les services sociaux. Lui aussi est placé dans une famille d'accueil distincte. Là, il confirme les déclarations de ses frères et leurs déclarations sont prises très au sérieux pour une raison très simple. C'est que les 3 garçons vivent dans 3 familles d'accueil distinctes, ce qui signifie qu'ils n'ont donc pas pu se concerter au préalable pour raconter cette histoire. À partir de là, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer et les 3 enfants sont réentendus par la police cette fois-ci. On est en janvier 2001. Ce qu'ils décrivent de leurs sévices répétés sur plusieurs années est assez détaillé. Ils disent que leur père les violait, mais également leur mère. Et ils ajoutent que d'autres adultes, amis ou voisins de leurs parents, participaient parfois à ces viols collectifs. Ils ajoutent même que les viols étaient parfois filmés. Dans la mesure où c'est des enfants, les termes qu'ils emploient ne sont pas les mêmes que nous on emploie en tant qu'adultes. Par exemple, ils disent pas il m'a violé, il m'a forcé à lui faire une fée, nanana. Ils vont employer des termes de leur âge. Ils disent par exemple que leur père parlait de faire des manières. Quand il s'agissait de viol, il disait voilà, mon papa me disait viens avec moi dans la chambre, on va faire des manières. Ou cet après-midi, un tel va venir à la maison afin que tu puisses faire des manières avec lui. Il parlait également d'objets qui étaient utilisés sur eux. L'un des garçons explique par exemple que l'un des adultes qui l'agressait lui mettait régulièrement des baguettes dans les fesses. Mais en fait, il s'agit de baguettes de dinette, donc des petites baguettes, des petits jouets. Donc voilà, les termes qu'ils emploient sont des termes d'enfants. Toutefois, les enquêteurs comprennent de quoi il est question. D'ailleurs, pour eux, ça va être très très compliqué, très éprouvant de prendre leur déposition, puisque en plus de viols collectifs, donc de viols commis sur des enfants par plusieurs personnes, il est également question de viols commis par des femmes, ce qui à ce moment-là est très peu commun. Ça paraît assez
invraisemblable qu'une femme, a fortiori une maman, puisse violer ses propres enfants. Ils sont consultés par un médecin dans le cadre de l'information judiciaire et ce dernier détecte des traces compatibles avec des actes de sodomie répétés, tels que l'hypotonie du sphincter anal, c'est-à-dire un tonus anal amoindri. Leurs antécédents médicaux sont également vérifiés, donc leurs dossiers médicaux auprès de leurs médecins, auprès des hôpitaux. Et là, on y découvre des blessures antérieures très étonnantes pour des enfants de cet âge, à savoir des maladies sexuellement transmissibles, des infections du prépuce, des hémorragies anales ou encore des diarrhées infectieuses dues vraisemblablement à des pénétrations anales. Ce que les enquêteurs découvrent et qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a eu déjà de nombreux signalements faits sur plusieurs années. Thierry Delay, Myriam Badawi et leurs 4 enfants sont déjà bien connus des services sociaux au moment où éclate l'affaire. Myriam Badawi rencontre Thierry Delay en 1990 dans le Pas-de-Calais alors qu'elle a déjà été mariée une première fois et qu'elle est maman de 2 enfants. Elle vient de fuir l'Algérie pour s'installer en France et en partant, elle a laissé sa fille aînée à son premier mari en Algérie et elle a emporté avec elle son fils Chérif, âgé d'un peu plus d'1 an. Thierry est également le papa de 2 filles qu'il a eues d'une précédente union. Peu après leur rencontre, ils se marient. Thierry adopte officiellement Chérif, mais le rebaptise Kevin afin de gommer ses origines arabes. Dans la foulée, ils s'installent à la Tour du Renard à Outreau. Et là, ils vont avoir un premier fils ensemble en 1992, Dimitri. Vient ensuite Jonathan en 1994 et enfin Dylan en 1996. Ce que l'on sait de leur parcours, c'est qu'aucun des deux ne souhaite vraiment travailler, donc ils vivent essentiellement d'aide sociale par rapport à leurs 4 enfants. Et dans le quartier, la famille Delay est assez connue. Elle est assez connue déjà d'une part pour les accès de colère de Thierry, qui est un homme qui boit beaucoup, c'est un alcoolique notoire, qui a l'habitude de frapper très régulièrement sa femme ou ses enfants, que ce soit en privé ou en public, mais aussi par la façon qu'ils ont d'éduquer leurs enfants, une éducation assez étonnante pour certains de leurs voisins, à savoir que plusieurs fois, ils ont croisé les enfants Delay tout nus, en train de courir dans les escaliers, ce qui leur a semblé assez choquant. C'est pourquoi plusieurs personnes de leur entourage ont tenté d'alerter les services sociaux quant à la situation très préoccupante des petits garçons. En avril 1995, par exemple, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer reçoit une première note de la part des services sociaux lui signalant la situation très préoccupante des enfants. Ils sont régulièrement hospitalisés pour des blessures assez graves compte tenu de leur âge. Chérif, par exemple, finit dans le coma à l'âge de 5 ans après avoir été tabassé par son beau-père. Un autre des garçons Delay subit une opération pour l'ablation de l'un de ses testicules, sans parler des allers-retours chez les médecins à l'hôpital pour les diarrhées infectieuses, les hémorragies anales et les traumatismes crâniens, entre autres. C'est pourquoi des assistantes sociales sont mandatées afin de vérifier sur place ce qu'il en est. Et dans leur rapport, elles indiquent qu'effectivement, les enfants Delay sont très perturbés. Ils sont très renfermés devant leur père. Et l'aîné, donc Chérif, demande même à être retiré de chez ses parents et placé en foyer. Un dispositif est mis en place afin qu'il vive la semaine dans un foyer d'accueil et qu'il retourne chez ses parents le week-end. En mai 1996, le procureur de Boulogne-sur-Mer reçoit une nouvelle note des services sociaux sollicitant une mesure de protection judiciaire pour les enfants Delay. L'affaire est classée sans suite le même mois. Fin 1996, les abus sexuels sur les enfants Delay débutent. En amont, les signalements continuent et les services sociaux transmettent une nouvelle note au juge des enfants fin décembre 1997, dans laquelle ils écrivent que monsieur et madame Delay rencontrent tous deux des problèmes d'ordre psychiatrique qui les mettent en grande difficulté quand il s'agit d'assumer l'éducation de leurs enfants. Il est également noté que Myriam Badawi refuse catégoriquement le placement de ses enfants dans des foyers, puisque ça lui couperait automatiquement les prestations sociales qu'elle reçoit grâce à eux. Les enfants sont donc maintenus chez leurs parents. En décembre 1998, une enquête est ouverte pour des faits d'agression sexuelle dont l'un des enfants Delay aurait été victime dans sa cave à l'été 1997, donc l'année précédente. En gros, ce qu'il s'est passé, c'est que l'une des assistantes sociales a remarqué que l'un des enfants Delay avait des comportements très sexués, très, on va dire, tendancieux avec les autres enfants, ce qui lui a fait imaginer ou penser
qu'il était peut-être victime d'agressions sexuelles. Myriam Badawi a été interrogée par cette assistante sociale et elle lui a expliqué que son fils avait été effectivement violé par un inconnu dans la cave de son immeuble l'été précédent, qu'elle ne savait pas de qui il s'agissait et que du coup, elle n'avait pas jugé nécessaire de porter plainte. L'affaire est donc classée sans suite, mais on apprendra durant le procès de Saint-Omer qu'en fait, l'auteur des faits n'était autre que Thierry Delay et que Myriam Badawi avait donc cherché à le couvrir en inventant cette histoire de viol dans la cave de son immeuble. Dans une autre note d'avril 1999, et transmise là encore au parquet de Boulogne-sur-Mer, il est une nouvelle fois fait mention d'actes de violence à l'égard des enfants au sein de leur foyer. Rien n'est mis en place, ils sont maintenus chez leurs parents. Il faut attendre le 25 février 2000 pour que les 3 aînés soient donc envoyés dans des familles d'accueil, mais à la demande de Myriam Badawi, à la suite d'une scène de violence assez extrême. En gros, une après-midi, son époux Thierry Delay a fait passer l'un de ses fils par-delà le balcon de son appartement, donc l'enfant tenait uniquement par la force de ses bras. Et il est retourné dans son canapé boire de l'alcool, et c'est Myriam Badawi qui, elle était à l'extérieur de son immeuble, elle a vu son fils donc par la fenêtre, elle est remontée chez elle en courant et elle a récupéré son fils avant qu'il ne tombe et qu'il ne meure. À la suite de cet épisode, elle demande à ce que les 3 aînés soient envoyés en foyer d'accueil. Pour Chérif, la mesure est donc renforcée puisque lui est déjà en foyer d'accueil, il ne rentre chez lui que les week-ends. C'est donc dans ce contexte très particulier que les enfants sont entendus par les enquêteurs et lors de leurs auditions, les 3 garçons expliquent qu'ils n'étaient pas les seuls à être violés au domicile de leurs parents. Ils disent que une 50aine d'autres enfants, que ce soit du quartier ou de la ville d'Outreau plus généralement, étaient régulièrement amenés à leur domicile afin qu'eux-mêmes ils subissent des manières. Ils leur fournissent l'identité de certains de ces enfants, ils leur donnent également les prénoms des adultes, en tout cas de certains adultes, s'étant rendus au domicile de leurs parents afin de les abuser. Le 20 février 2001, soit moins d'1 mois après les auditions des enfants Delay, Myriam Badawi et Thierry Delay sont interpellés et placés en garde à vue. À ce moment-là, tous les deux nient avoir violé leurs enfants. Ils disent « Ah non, rien à voir, on ne voit pas du tout de quoi il est question, on n'a jamais touché à nos enfants et on n'a pas non plus violé d'autres enfants. » Toutefois, 2 jours plus tard, l'information judiciaire pour viol aggravé sur mineur est confiée au juge Burgot. C'est un jeune magistrat de 30 ans mais qui était déjà auditeur de justice dans la région depuis 2 ans. Le même jour, les époux Delay sont de nouveau auditionnés. Thierry continue de nier. Il dit « Ah non, moi je vois pas du tout de quoi il est question, j'ai jamais violé mes enfants, j'ai jamais violé d'autres enfants, enfin je fais pas ce genre de choses. » Myriam Badawi, quant à elle, progressivement, elle se met à parler. Elle explique que oui, effectivement, elle reconnaît que son époux a déjà violé ses enfants et qu'elle-même a déjà violé ses enfants. Et elle ajoute qu'un couple de voisins de palier participait régulièrement au viol de ses enfants. Aurélie Grenon, 21 ans, et David Delplanque, 27 ans. Elle implique également d'autres adultes, des voisins, des habitants de la ville d'Outreau, et en tout, elle dénonce plusieurs dizaines d'adultes. Dans la foulée, le domicile de la famille Delay est perquisitionné. On y retrouve des dizaines de jouets sexuels, mais également des centaines de films pornographiques, dont certains mettant en scène Myriam et son époux en présence de leurs enfants. Le 6 mars, Aurélie Grenon et David Delplanque sont à leur tour arrêtés. Ils nient toute implication. Les mois qui suivent, une 40aine d'adultes d'Outreau sont interpellés et une dizaine d'enfants âgés entre 3 et 12 ans sont escortés afin d'être auditionnés. Le but à ce moment-là, c'est de confronter toutes les déclarations sans qu'il y ait pu avoir de concertation au préalable. Ce qu'il en ressort, c'est que certains des adultes passent aux aveux de façon assez circonstanciée. Ils s'accusent même entre eux. Et ces mêmes adultes qui passent aux aveux et qui s'accusent entre eux sont mentionnés par certains des enfants, en plus des enfants de Delay. En tout, 17 enfants sont expertisés par une psychologue, Marie-Christine Grison d'Egé-en-Sarre. La consigne du juge à ce moment est stricte. L'enfant doit parler de lui-même sans qu'on lui pose de questions tendancieuses, le but étant de ne pas l'influencer. Les rapports indiquent que les déclarations des enfants sont cohérentes et circonstanciées pour la plupart, pour d'autres beaucoup moins, surtout concernant les enfants les plus jeunes. 2 d'entre eux sont écartés de la procédure puisqu'ils n'ont fait aucune déclaration impliquant des faits d'agression sexuelle. Aurélie Grenon et son compagnon David Delplanque sont de nouveau auditionnés. Et là, ils passent aux aveux. Et ils expliquent les circonstances de ce qui les a menés à commettre les actes pour lesquels ils sont entendus. Ils expliquent que fin 98, les Delay les ont invités à passer chez eux afin de regarder un film pornographique ensemble.
Et de fil en aiguille, les 4 adultes se sont mis à coucher tous les 4 ensemble. David Delplanque ajoute qu'à un moment, Thierry Delay a appelé ses enfants afin qu'ils viennent participer à leurs ébats. Il dit qu'au départ, lui et sa compagne étaient assez désorientés, voire dégoûtés, mais qu'au final, ils se sont laissés prendre dans le truc et qu'ils y ont pris progressivement du plaisir. Et ils ajoutent qu'ils ont également abusé de leurs propres enfants. Concernant les accusations de Myriam Badawi et des enfants indiquant qu'il y avait d'autres adultes, en plus donc des 4 principaux, David Delplanque et Aurélie Gronon s'alignent et confirment ces déclarations. Le juge Burgot met tout à plat, c'est-à-dire qu'il croise les différentes auditions des adultes et des enfants. Une trentaine d'adultes est suspectée, mais pour la moitié, il n'y a pas d'éléments suffisants pour pouvoir les impliquer. Ils sont relâchés. Les adultes fortement soupçonnés au vu de toutes les déclarations sont Roselyne Godard, une épicière de 43 ans, et son mari Christian Godard, un mécanicien de 42 ans. Alain Maréco, un huissier de justice de 36 ans, et sa femme Odile, une infirmière de 34 ans. Karine Duchauchois, 23 ans, et son compagnon David Brunet, 27 ans. Franck Lavier, 23 ans, et sa femme Sandrine, 24 ans. Dominique Viel, un abbé de 64 ans. Thierry Dosque, un ouvrier de 28 ans. François Mourmand, un ferrailleur de 31 ans. Pierre Martel, un chauffeur de taxi de 42 ans. Daniel Legrand, un serrurier de 48 ans. Et son fils, Daniel Legrand fils, âgé de 19 ans. Certains d'entre eux, en plus d'être accusés d'avoir participé au viol des enfants Delay, sont également accusés d'avoir apporté leurs propres enfants chez la famille Delay afin qu'ils puissent être abusés. Les enfants sont donc retirés de chez leurs parents et placés en famille d'accueil le temps de l'instruction. En novembre 2001, le juge Burgot s'oriente vers la piste du réseau pédocriminel puisque certains des enfants affirment avoir été emmenés dans une ferme en Belgique afin d'y être violés lors de viols collectifs. Et certains des adultes qui ont été interrogés ont confirmé cette information. Ce qu'il est important de souligner pour comprendre la raison pour laquelle le juge Burgot a pris très au sérieux ces accusations de réseau et notamment de ferme en Belgique, c'est que quelques années plus tôt, la Belgique justement a été secouée par l'affaire Dutroux. Marc Dutroux, c'est un pédophile belge qui a été arrêté en 1996 après avoir enlevé, agressé et assassiné plusieurs fillettes. Donc ces accusations sont prises relativement au sérieux compte tenu du contexte de l'époque. De son côté, Myriam Badawi a confirmé que les viols des enfants étaient filmés et qu'elle revendait ces vidéos aux propriétaires d'un sex shop à Boulogne-sur-Mer, mais qu'elle le revendait sous le manteau, comme on dit. Des investigations sont menées sur cette ferme en Belgique ainsi que sur le sex shop à Boulogne-sur-Mer, mais elles n'aboutissent sur rien de concret, jusqu'à cet étonnant rebondissement du 4 janvier 2002. Daniel Legrand-fils, qui est alors incarcéré le temps de l'instruction, envoie une lettre à un journaliste de France 3 pour y raconter un crime dont il dit avoir été témoin. Il raconte que fin 99, il s'est rendu chez les Delay comme à son habitude. Il dit qu'il avait l'habitude de se rendre chez eux pour y traîner, pour squatter un peu, qu'on lui filait également de temps à autre un petit billet pour violer des enfants qui se trouvaient sur place. Donc voilà, il avait l'habitude d'y aller. Et ce jour-là, mais il n'est pas capable de fournir une date précise, il dit voilà, c'était fin 99, ça c'est sûr et certain. Je suis arrivée et là j'ai vu Thierry Delay battre à mort une petite fille âgée entre 5 et 6 ans d'origine flamande ou belge. Il ajoute que cette petite fille venait tout juste d'être violée et que s'il n'a pas parlé jusque-là, c'était par crainte. Le jeune homme réitère ses déclarations devant le juge Burgot le 9 janvier, donc des déclarations qui sont très circonstanciées. C'est pourquoi le juge Burgot décide d'interroger Myriam Badawi sur ce présumé meurtre. Myriam Badawi confirme cette histoire et elle ajoute que la fillette a été violée par François Mourmand avant que son mari ne la tue et ne l'enterre dans un jardin à proximité de chez elle. À ce moment, l'opinion publique est divisée en 2 catégories. Ceux qui sont effrayés par cette affaire qui prend de plus en plus d'ampleur. On parle de réseau pédocriminel, on parle de meurtre. Et ceux qui doutent, qui se disent que ça paraît trop gros pour être vrai. Toujours est-il que la SRPJ de Lille fait retourner les jardins en bas de l'immeuble de la Tour du Renard. Aucun corps de fillette n'y est trouvé. Daniel Legrand-fils est expertisé par des psychiatres afin de vérifier s'il n'a pas des tendances à la mythomanie, par exemple. Et les psys déclarent qu'il semble tout à fait cohérent. Peu de temps, Daniel Legrand-fils change d'avocat. Et à ce moment-là, il revient sur ses déclarations et affirme
qu'en fait, il a inventé cette histoire afin de démontrer que tout était complètement faux, malgré ses aveux circonstanciés faits au départ de l'affaire Outreau. En gros, en fin stratège, il s'est dit qu'en inventant une histoire aussi énorme et absurde, il parviendrait à démonter que toute cette affaire était complètement fausse. À partir de ce moment, l'affaire, qui faisait déjà la une des journaux, devient incontrôlable, puisqu'il n'est plus question que de viol d'enfants, mais également de meurtre d'enfants. Le 9 juin 2002, 6 mois après les déclarations de Daniel Le Grand-Fils et Myriam Badawi concernant la mort d'une fillette, François Mourmand est retrouvé mort dans sa cellule alors qu'il se trouvait en détention provisoire. D'après son autopsie, il aurait succombé à une surdose de médicaments, donc il pourrait s'agir soit d'un suicide, soit d'une erreur de dosage. En juillet 2002, le juge Burgot est muté à Paris au service antiterroriste. C'est clairement une promotion au vu de l'instruction qu'il a menée à Outreau. Toutefois, l'information judiciaire n'étant pas encore achevée, un autre juge prend la relève en septembre et signe les mises en accusation. Le dossier complet comporte alors 30 000 pages. Dès mars 2003, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises de Saint-Omer. Les chefs d'accusation sont viol aggravé et viol accompagné d'actes de torture et ou de barbarie. À ce moment-là, c'est l'affaire la plus médiatisée de France et comme pour toutes les affaires médiatisées, de nombreux avocats venus des 4 coins de la France se proposent pour la défense des mis en examen. Et progressivement, ceux qui jusque-là étaient passés aux aveux et s'étaient accusés mutuellement se rétractent, hormis les 4 premiers accusés, à savoir Thierry Delay, Myriam Badawi, Aurélie Grenon et David Delplanque. Le 4 mai 2004, le procès s'ouvre aux assises de Saint-Omer. La défense a 19 avocats, les 15 enfants, 2. La première chose qui interpelle durant ce premier procès, c'est qu'on va dire qu'on a une espèce de renversement, à savoir que ce sont les enfants qui déposent dans le box des accusés, tandis que les adultes, donc la défense, se retrouvent à la place de là où devrait se retrouver la partie civile. Cette décision assez étonnante a été expliquée par le manque de place dans le box des accusés pour tous les accusés. 150 témoins de moralité sont présentés par la défense, donc ils se succèdent les uns à la suite des autres afin de déposer et d'expliquer par exemple qu'un tel est un très bon parent, qu'un tel est quelqu'un de très bien, qu'il n'aurait jamais pu commettre de tels actes. Les gens font la queue dans la cour devant le palais et c'est littéralement un tohu-bohu tant il y a de monde, entre les témoins, que ce soit pour la défense, pour la partie civile, les journalistes, ouais, c'est littéralement un tohu-bohu. Du côté de la partie civile, on a donc les travailleurs sociaux, les familles d'accueil, une des psychologues ayant consulté les enfants, à savoir Marie-Christine Grison de Géansart, qui témoigne, entre autres. Et à ce moment, la stratégie de la défense est de les pointer du doigt pour dire qu'ils ont pu influencer les enfants afin qu'ils fassent ces déclarations. Donc en gros, ce seraient les travailleurs sociaux, les familles d'accueil et en grande partie la psychologue qui aurait en fait manipulé, trafiqué la parole des enfants. De son côté, et alors qu'il niait jusque-là avoir violé ses enfants, Thierry Delay passe finalement aux aveux le 10 mai. Il dit qu'effectivement, il a abusé de ses fils. Par contre, il nie avoir touché d'autres enfants. Myriam Badawi, elle maintient ses premières accusations. Elle dit si, il y a eu d'autres enfants qui sont venus chez nous. Il y a eu tout un tas d'autres adultes. Parfois, on nous donnait de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait un train de vie assez élevé, qu'on pouvait se permettre de se payer toutes ces choses. C'est parce qu'effectivement, on revendait les viols sur nos enfants, ainsi que les cassettes des viols sur les enfants. Thierry Delay, lui, continue de nier et il met même hors de cause tous ses autres co-accusés en dehors d'Aurélie Grenon et David Delplanque. Et le 18 mai, coup de théâtre. Myriam Badawi, qui est de nouveau interrogée, revient sur ses déclarations et dit avoir menti. Elle innocente tous ses co-accusés. Elle affirme que seuls ses enfants et ceux du couple Delplanque ont été violés par elle, son mari Thierry Delay, ainsi que son couple de voisins, et elle innocente tous les autres co-accusés. Elle ajoute que si elle a menti et impliqué des personnes innocentes, c'est à la demande du juge Burgot, qui lui apportait un intérêt qu'elle n'avait jusqu'alors jamais eu de la part de quiconque, qu'elle se sentait importante pour lui, et que du coup, pour continuer à susciter son intérêt,
Elle faisait de plus en plus de déclarations accusant des personnes totalement innocentes. Aurélie Gournon est également réinterrogée et elle s'aligne encore une fois sur les dires de Myriam Badawi. Elle dit oui, c'est vrai, ces gens-là n'ont jamais violé personne. D'ailleurs, moi et mon compagnon David Delplanque n'avons, nous aussi, jamais violé aucun enfant. Donc elle, en plus de s'aligner sur les dires de Myriam Badawi pour innocenter les autres co-accusés, elle s'innocente elle-même ainsi que son compagnon. David Delplanque, qui est lui aussi réinterrogé, admet avoir violé les garçons de lait et il implique sa compagne. Il dit si, je les ai moi agressés, mais elle l'a fait avec moi. Du coup, là, on a tout un tas de revirements, de contradictions, de déclarations qui partent dans tous les sens de la part des 4 principaux accusés. Et moins d'un mois après, soit le 24 juin, Myriam Badawi, qui est une nouvelle fois entendue, déclare avoir menti lorsqu'elle a innocenté ses co-accusés. Donc là, elle revient à ses déclarations initiales. Du côté des enfants, sur les 15 qui sont présentés, 3 se rétractent et disent avoir menti pour faire comme leurs copains, tandis que les 12 restants ne varient pas dans leurs différentes déclarations et maintiennent leurs accusations. À l'issue du procès, soit le 2 juillet, les 12 enfants sont reconnus victimes d'agressions sexuelles et de viols. L'État leur accorde une indemnité de 30 000 € à chacun, disponible dès leur majorité. Du côté des adultes, 10 sont reconnus coupables. Thierry Delay, qui prend 20 ans de réclusion pour viol, agression sexuelle, proxénétisme et corruption de mineurs. Myriam Badawi, qui prend 15 ans de réclusion pour les mêmes faits. David Delplanque prend 6 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle. Aurélie Gournon, elle, prend 4 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle. Daniel Le Grand-Fils prend 3 ans de réclusion pour attouchement sexuel sur mineur. Dominique Viel prend 7 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle sur mineur. Alain Maréco prend 18 mois de prison avec sursis pour attouchement sexuel sur mineur. Thierry Dosque prend 4 ans de réclusion pour attouchement sexuel et corruption de mineur. Franck Lavier prend 6 ans de prison pour le viol de sa belle-fille et agression sexuelle sur mineur. Quant à Sandrine Lavier, elle prend 3 ans avec sursis pour corruption de mineur sur ses enfants. 7 adultes sont acquittés. Karine Duchochois et son ex-compagnon David Brunet, Christian Godard et sa femme Roselyne Godard, Daniel Le Grand-Père, Odile Maréco et Pierre Martel. 6 des 10 adultes condamnés font appel. Daniel Le Grand-Fils, Dominique Viel, Alain Maréco, Thierry Dosque, Sandrine Lavier et Franck Lavier. Le 2 mai 2005, soit moins d'1 an après sa condamnation et alors que le procès est en préparation, Alain Maréco, qui avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, publie « Chronique de mon erreur judiciaire ». Dans son livre, il explique avoir tout perdu à la suite de l'affaire Outreau, à savoir son étude d'huissier, donc son travail, sa maison, sa femme, ses enfants, mais également sa mère qui serait morte des répercussions de l'affaire Outreau. Le 7 novembre 2005 s'ouvre à Paris le procès en appel des 6 accusés ayant fait appel. Daniel Le Grand-Fils, Dominique Viel, Alain Maréco, Thierry Dosque, Sandrine Lavier et Franck Lavier. Et toujours en France, le procès en appel d'Outreau a commencé aujourd'hui. 6 condamnés qui proclament leur innocence sont rejugés dans une affaire de pédophilie qui avait fait grand bruit. Explication Corinne Portier. Que s'est-il réellement passé à Outreau à la fin des années 90 ? Viol d'enfants, sévices barbares, prostitution de mineurs ou affabulation collective d'enfants déboussolés ? Les 6 condamnés du premier procès qui depuis 4 ans n'ont jamais cessé de clamer leur innocence n'attendent qu'une chose. D'être acquitté. Je vous remercie, bonne journée. Franck et son épouse Sandrine ont été accusés par leurs propres enfants. À l'étage au-dessus, le curé Dominique Viel par ceux des voisins. Une fois encore, procédure oblige à l'ouverture de l'audience. Ils ont dû entendre 2 heures durant la lecture d'accusations qu'ils ne comprennent toujours pas. C'est pénible à entendre. Et c'est dépassé aujourd'hui ? C'est un mauvais roman. On revient sur quelque chose que je voulais enterrer dans ma mémoire et on revient sur douloureux, le 14 novembre 2001, mon arrestation, l'arrestation de mes enfants. On est venu, on se remet dans des choses que j'aurais voulu oublier. Au milieu de cette confusion, les avocats des enfants victimes, ou supposés tels par l'accusation, n'auront pas la partie facile.
À ce moment-là, l'opinion publique est plutôt favorable aux accusés pour plusieurs raisons. La première, c'est que durant le premier procès, Myriam Badawi a été dépeinte comme on va dire une psychopathe mythomane qui aurait accusé tout un tas de personnes, qui ensuite se serait rétractée, qui aurait réaccusé et ensuite encore une fois rétractée. Du coup, on considère que finalement, sa parole ne vaut pas grand-chose et on va beaucoup mettre en avant sa parole à elle, comme si finalement le premier procès avait reposé sur ses déclarations à elle. En tout cas, c'est ce qu'il en est ressorti au niveau, on va dire, des médias. C'est qu'on a surtout pointé la parole de Myriam Badawi comme étant celle ayant déclenché toute l'affaire Outreau. On a occulté le fait qu'à la base, ce sont des enfants qui ont accusé des adultes de viol et d'attouchement. Le second point qui pousse l'opinion publique à être favorable aux accusés, c'est que les accusés ainsi que leurs avocats multiplient les apparitions à la télé. Ils multiplient l'apparition dans les médias, certains publient même des livres tels qu'Alain Maréco afin d'y clamer leur innocence, d'expliquer qu'ils ont tout perdu, qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, que ce sont d'honnêtes personnes, dont les avocats expliquent que l'instruction du premier procès a été faite uniquement à charge en se basant sur les dires d'une folle mythomane dont on s'est peu à peu rendu compte qu'elle avait peut-être beaucoup menti. La troisième raison étant que les enfants sont mineurs. Ils ne peuvent donc pas passer à la télé, parler aux médias du fait qu'ils sont mineurs. Du coup, l'opinion publique se base essentiellement sur les dénégations de la défense et sur ce qu'ils leur disent de l'affaire. Donc l'opinion publique se fait une idée de l'affaire à travers les propos des avocats de la défense. Et d'après certains témoins ayant assisté au procès, il en ressort que l'ambiance était extrêmement tendue au point que les enfants avaient de grandes difficultés à témoigner. Par exemple, on leur coupait très régulièrement la parole, on ne les laissait pas aller au bout de leurs déclarations, de leurs explications. On essayait d'une certaine façon de tourner à la dérision ce qu'ils disaient. Par exemple, quand ils disaient qu'ils avaient été agressés par un tel, on leur demandait s'ils n'avaient pas non plus été agressés par des extraterrestres, ce genre de choses. En fait, on cherchait un peu à les faire passer pour des fous, histoire de décrédibiliser leurs paroles. Mais ils n'ont pas été les seuls à rencontrer des difficultés pour déposer, puisque l'une des premières expertes à avoir examiné les enfants, à savoir Marie-Christine Grison de Géansart, semble avoir été rudoyée à la barre par les avocats de la défense, mais également par le juge. Il lui a par exemple été reproché son manque de partialité. On l'a accusé d'être la psychologue qui suivait en thérapie individuelle les 12 enfants reconnus victimes au premier procès. Elle a nié ce fait en expliquant que c'était pas du tout vrai, mais bon, elle n'avait pas la possibilité de le prouver à cet instant-là. Du coup, le juge ordonne de nouvelles expertises en se basant donc sur ce fait qui n'était pas véridique et dépêche en urgence 6 psychologues et psychiatres afin de consulter les enfants. Et leurs conclusions vont dans le sens des premiers rapports de Marie-Christine Grison de Géansart. Un autre expert est cité, mais par la défense cette fois-ci, en qualité de témoin uniquement, puisqu'il n'a pas expertisé les enfants. Il s'agit du docteur Bensoussan. D'après lui, les enfants auraient fabulé dès le départ, car très fragilisés par le contexte familial dans lequel ils évoluaient. De fait, ces carences les auraient poussés à mentir. Le 1er décembre 2005, à l'issue du procès en appel, les 6 accusés sont acquittés. Dominique Viel, le prêtre ouvrier en premier, suivi de Daniel Legrand. Les voici enfin, les 6 acquittés. Sous les applaudissements, ils apparaissent. Les yeux sont rougis par les larmes, mais le sourire l'emporte. Ils se sont embrassés, ils ont pleuré, ils ont même applaudi les jurés qui venaient tout juste de les déclarer innocents. Il y a eu des douleurs, des familles brisées, des enfants brisés. Il y a nous brisés. Et tout ce que je peux dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que on a été réhabilités à la civilisation. Pour résumer, à l'issue de ces 2 procès, sur les 17 adultes mis en accusation, seuls 4 sont reconnus coupables. Thierry Delay, Myriam Badawi, Aurélie Grenon et David Delplanque. Pour rappel, 12 enfants ont été reconnus victimes de viols et d'agressions sexuelles. Quelques jours plus tard, soit le 5 décembre, ceux qu'on appellera donc les 13 acquittés, reçoivent une lettre d'excuse de la part du président de l'époque, Jacques Chirac, qui décrit l'affaire Outreau comme étant un désastre judiciaire sans précédent.
Chacun d'entre eux recevra par la suite plusieurs centaines de milliers d'euros de dédommagement. En tout, on estime à plus de 7 millions d'euros la somme qui a servi à les dédommager. À la suite des acquittements, le juge Burgot est pointé du doigt comme étant le responsable de ce qu'ils appellent un fiasco judiciaire. On lui reproche notamment le temps d'incarcération des accusés, soit 3 ans pour certains, donc le temps de l'instruction. Pour information, lors de l'instruction, ce n'était pas le juge Burgot, donc juge d'instruction, qui avait la charge de l'incarcération des mis en examen, mais le juge de la liberté et des détentions. Il n'est pas le seul à être pointé du doigt, puisqu'on accuse également le procureur de Boulogne-sur-Mer, Gérald Delesigne, d'incompétence, ainsi que les experts ayant examiné les enfants, les travailleurs sociaux. En fait, on essaie de chercher là où il y aurait pu y avoir erreur dès le départ au moment de l'instruction. Toujours est-il que le retentissement de ce que les médias ont ensuite surnommé le pire fiasco judiciaire français donne lieu à une commission d'enquête parlementaire visant à déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements lors de l'instruction d'Outreau et si oui, à cause de qui. Elle débute en janvier 2006 pour une durée de 6 mois et elle est retransmise à la télé. 221 personnes sont auditionnées, parmi lesquelles les 13 acquittés d'Outreau, leurs avocats, le procureur de Boulogne-sur-Mer Gérald Delesigne, les juges des libertés, les juges des 2 premiers procès, les experts psychologues, les travailleurs sociaux, des journalistes, entre autres. Le 8 février, le juge Burgot est auditionné pendant près de 7 heures. Il doit notamment expliquer la façon dont il a mené l'instruction, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de confrontation entre les enfants et les adultes accusés, ou encore entre Myriam Badawi, Aurélie Grenon, David Delplanque et les adultes qu'ils accusaient. Lui se défend de toute erreur de procédure ou d'appréciation, mais il concède qu'effectivement le climat dans lequel il travaillait était assez tendu du fait de ce que les enfants avaient subi. Il estime néanmoins avoir effectué son travail honnêtement. D'ailleurs, à la fin de la commission parlementaire, sa responsabilité ne semble pas du tout engagée, même si on lui reconnaît quelques négligences. En France, l'audition du juge Burgot a suscité une émotion nationale. Cet homme de 34 ans, naguère juge tout-puissant, a dû se justifier timidement sous la pression écrasante. Les uns ont pitié de lui, même dans les familles des victimes de l'erreur judiciaire. C'est un gamin, dit par exemple une d'entre elles, mais les autres rappellent combien ce même homme a été intraitable quand il était dans son fauteuil de juge d'instruction. Corinne Portier. Désormais, tout le monde connaît son visage. Fabrice Burgot est partout. Hier sur les chaînes de télé en direct, aujourd'hui à la une de tous les quotidiens, mais aussi dans les conversations. Un homme devenu symbole de la fragilité de tout le système judiciaire. C'est difficile de se faire une opinion à travers ce qui a été dit hier, mais c'est quand même, c'était très troublant. Sur le fonctionnement de la justice, sur la psychologie même du juge lui-même. C'est étonnant. On peut s'inquiéter en fait pour l'ensemble de la justice, pour comment elle est rendue, si on peut faire confiance et malheureusement, est-ce qu'il n'arrivera pas encore ce genre de fiasco judiciaire? Si le système ne se modifie pas, s'il ne change pas, on peut retomber malheureusement dans le même fiasco. Et même si l'image de cet homme craqué, mal à l'aise, loin du juge froid et arrogant décrit par les acquittés, a pu attendrir, son propos est jugé inquiétant. Je trouvais ça assez terrifiant, dans la mesure où on a quelqu'un qui, face à un désastre judiciaire, quelles que soient les justifications qu'il apporte, qui étaient au demeurant assez confuses, ne s'est jamais remis en question, alors même que, quand bien même il a des justifications à apporter, la première chose, me semble-t-il, c'était face à un tel résultat, se remettre lui-même en question, ou en tout cas remettre en question une partie de son travail, et il ne l'a jamais exprimé. En parallèle, une commission d'enquête de l'inspection des services judiciaires est également ouverte afin de déterminer si les experts ayant analysé les enfants ont failli dans leurs tâches, s'ils ont commis des erreurs par exemple. Il en ressort qu'ils ont fait leur travail correctement. Karine Duchauchois, l'une des acquittées et l'une des seules à ne pas avoir fait détention provisoire, publie en 2006, début 2006, donc dans le même temps que la commission parlementaire, un livre autobiographique retraçant sa mise en accusation et ensuite son acquittement, « Moi, Karine, innocente et cassée ». Elle y explique qu'après son acquittement, donc elle a pu récupérer la garde de son fils qu'elle avait eue avec David Brunet, et peu de temps après, elle a été recrutée en tant que chroniqueuse judiciaire chez France Info. En septembre 2006, l'abbé Dominique Viette publie à son tour un livre retraçant sa vie, mais surtout les événements de l'affaire Outreau, « Que Dieu ait pitié de nous ».
Dedans, il n'hésite pas à remettre en question la parole des enfants de lait quand ils disent avoir été abusés par leurs parents. Selon lui, ce serait faux, alors même que les enfants ont été reconnus victimes et que les parents ont avoué les viols sur leurs enfants. Et il s'en prend particulièrement aux 2 aînés de la famille de lait. D'après lui, les 2 aînés seraient les instigateurs de toute cette affaire. Il explique qu'après son acquittement, il est retourné vivre à Outreau, mais il a déménagé peu de temps après. Le 5 mars 2007, la loi numéro 2007-291 est promulguée à la suite de la commission d'enquête parlementaire. Elle porte entre autres sur le renforcement de l'équilibre de la procédure pénale. Bon, les quelques points que j'ai retenus et que j'ai compris surtout, c'est qu'en gros, dorénavant, il doit y avoir 3 juges et non plus un seul en cas de dossier complexe, histoire que les décisions soient prises de façon collégiale. Et les détentions provisoires doivent être moins longues, voire exceptionnelles. Quelques mois plus tard, soit en août 2007, Philippe Houillon, député UMP, qui était le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur Outreau en 2006, publie à son tour un livre en rapport avec l'affaire, au cœur du délire judiciaire. Dans son livre, il se montre très critique à l'égard des principaux acteurs de l'instruction et il conclut même en affirmant que les 12 enfants ont été dédommagés pour des crimes imaginaires. En juillet 2008, Gérald Le Signe, qui était donc le procureur de la République à Boulogne-sur-Mer lors de l'affaire Outreau, est sommé de quitter ses fonctions à la demande de Rachida Dati. Ce qui semble étonnant, voire déraisonnable, puisque le Conseil supérieur de la magistrature ne demandait pas de sanction à son encontre. Il est muté à Caen au poste de substitut général. En avril 2009, le Conseil supérieur de la magistrature prononce une réprimande avec inscription au dossier à l'encontre du juge Burgot pour ses négligences, maladresses ou défauts de maîtrise dans le dossier d'Outreau. Il s'agit de la sanction la plus faible, puisque le Conseil supérieur de la magistrature a considéré que ces erreurs ne signifiaient pas un manquement à l'honneur. En octobre 2009, Marie-Christine Grison de Géansard, donc la première psychologue à avoir examiné les enfants au départ de l'affaire Outreau, publie à son tour un livre, Outreau, la vérité abusée. Elle est plus tenue au devoir de réserve à ce moment-là. Donc dans ce livre, elle revient sur l'élément central de l'affaire, à savoir qu'il y a effectivement eu 12 enfants qui ont été reconnus victimes et indemnisés, et que toutes les déclarations qu'ils ont faites ne peuvent pas relever du fantasme ou de la fabulation. En juillet 2010, un non-lieu est rendu dans l'enquête sur la mort de François Mourmand. Sa mort est donc considérée comme non criminelle. En fait, sa famille, à la suite de sa mort, s'était constituée partie civile afin de comprendre les raisons de sa mort, puisque eux ne pensaient pas qu'il s'était suicidé. Donc là, avec ce non-lieu, la justice considère que sa mort est non criminelle et cette décision est confirmée en appel le 4 mars 2011. Donc de façon définitive, la vérité judiciaire établit que François Mourmand s'est soit suicidé, soit trompé dans le dosage de ses médicaments. Le 12 mai 2011, l'un des enfants reconnus victime lors du premier procès sort du silence. Chérif Badawi publie « Je suis debout », un récit autobiographique sur ce qu'il a vécu étant enfant, sur les procès, donc celui de Saint-Omer et le procès en appel de Paris, sur les différents placements en foyer ainsi que sur les difficultés qu'il a rencontrées pour ensuite s'insérer dans la vie adulte. Dans son livre, il ne revient pas sur la vérité judiciaire, à savoir qu'il ne dévoile pas de nom de ceux qui auraient abusé de lui, puisque c'est illégal en France. Toutefois, c'est un livre très intéressant et je vous le conseille. Pas de politique ce matin, invité exceptionnel, Chérif Delay. Je suis debout, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Cherche Midi, en collaboration avec mon confrère Serge Garde. Je rappelle que l'affaire d'Outreau est close juridiquement. Le dossier a été refermé en 2005. Il y a eu 2 procès, 2004-2005, 4 condamnations, 12 acquittements et l'un des prévenus s'est suicidé en prison. Bien. Alors, 4 condamnations. Votre beau-père, bien sûr, un couple de voisins, et votre mère. Votre mère, vous avez cherché à la revoir. Oui, j'ai recherché de la revoir pour une seule chose. Ouais. Pour essayer de retrouver mon père. Ouais. Que vous avez retrouvé depuis d'ailleurs. Qu'aujourd'hui j'ai retrouvé par Facebook, oui. Grâce à Facebook. Mais je voulais lui poser déjà des questions. Pas sur elle ou de nous, mais pour mon père. Où il est, comment il s'appelle. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que quelques questions pour au moins
que je me dise au moins son nom, son prénom, ma sœur aussi, où il est. Ouais. Est-ce qu'il a voulu vraiment me chercher? Il me voulait vraiment. Oui. Est-ce qu'il voulait vous reconnaître en quelque sorte? Exactement. Oui. Oui. Bon, Mais vous l'avez retrouvé aujourd'hui, votre père. Et votre mère? Alors j'ai refusé après d'aller la voir. Vous avez refusé d'aller la voir? Grâce parce que je dis grâce parce que heureusement que j'y ai pas été. Elle m'a envoyé une lettre quelques jours avant, donc j'avais fait déjà tous les dossiers. Il y a combien de temps ça? Vous aviez quel âge quand elle vous a écrit? Elle m'écrit tout le temps. Oui, elle vous écrit tout le temps. Je n'y réponds pas. Je ne la réponds pas. Mais elle vous dit quoi? Elle vous dit demande-moi elle demande pardon, elle demande comment je vais bien. Oui. Elle me dit carrément qu'est-ce qu'elle fait en prison, que vraiment je m'en fous complètement. Ouais. C'est vous pas l'avez ça. rayé de votre vie? Complètement. Totalement. J'ai une mère, qui s'appelle Myriam Badawi, mais aujourd'hui, je vais dire que est-ce que vraiment j'ai vraiment eu une mère? Ouais. Je dirais, moi personnellement, je dirais non. Mais elle avait peur peut-être. Elle a participé à tout parce qu'elle avait peur peut-être. En septembre 2011, le film Présumé coupable, qui retrace un pan de l'affaire Outreau à travers Alain Maréchaux, sort sur les écrans. C'est une adaptation de son livre. Hein. Donc dans le film, il y est retracé ce qu'il avait raconté dans son livre. Le même mois, Myriam Badawi sort de prison après avoir bénéficié de remise de peine. Il lui est interdit d'évoquer publiquement l'affaire d'Outreau durant 1 an. Et en février 2012, Sandrine et Franck Lavier, qui avaient donc été acquittés à la suite du procès en appel à Paris, sont condamnés à 10 et 8 mois de prison avec sursis pour violences habituelles sur leurs enfants. Les époux Lavier blanchis dans le procès Outreau sont de retour devant les juges. Ils comparaissent pour corruption et violences habituelles sur mineurs. Au cœur du dossier, des vidéos filmées lors de soirées arrosées. On y voit des adultes dénudés simuler des actes sexuels en présence d'enfants. On va écouter Franck Lavier. Je ne dénie pas, c'est vrai que j'ai puni mes enfants, pas dans l'image qui a été faite, par rapport à des bêtises, pas pour le plaisir. Et non, pas avoir des bleus et tout. Même les genoux, j'ai resté surpris. Bon, c'est vrai qu'on s'est peut-être pas trop mis de la place des enfants. Et ils ont peut-être eu beaucoup de mal, je pense, et puis à se mettre, à se dire qu'on était leurs parents. Enfin, ils savent qu'on est leurs parents. Maintenant, l'image des parents, voilà, c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient, quoi. En gros, ce qu'il s'est passé, c'est que l'année précédente, donc en 2011, 2 de leurs enfants, âgés de 10 et 11 ans, avaient été placés en foyer à la suite de fugues répétées et d'accusations de maltraitance régulière à leur égard. Lors de l'enquête, on constate qu'effectivement, les enfants présentent des traces évidentes de maltraitance, telles que des blessures anciennes et récentes aux doigts et aux genoux. Et d'autre part, à leur domicile, on y découvre une vidéo dans laquelle on y voit 4 adultes nus en train de simuler des actes sexuels en présence de leurs enfants. Le chef de corruption de mineurs n'a pas été retenu, d'où la peine de prison avec sursis. En mars 2013, Serge Garde, un journaliste français, réalise le très controversé Outreau, l'autre vérité. C'est un documentaire qui donne la parole aux acteurs des 2 principaux procès qui jusqu'alors ne s'étaient pas prononcés sur l'affaire, à savoir le juge Burgot, la psychologue Marie-Christine Grison de Géansart, la première avocate de Myriam Badawi par exemple, ainsi que 3 des garçons de lait. C'est un documentaire qui a fait couler beaucoup d'encre puisque certains y ont vu une sorte de provocation, de remise en question de la justice et de la vérité judiciaire. Je l'ai reçu comme une nouvelle agression, une nouvelle façon de dire que finalement les acquittés ne sont pas si innocents que ça. Parce que quand on pose la question à Serge Garde, il dit que c'est pas ce qu'il dit, mais si, bien sûr, on remet le doute sur tout le monde sans donner de nom. C'est un film qui ne va que dans un sens, il n'y a aucune contradiction, c'est-à-dire que personne en face n'est là pour répondre et donner des arguments. Et pour moi, c'est quelque chose de malhonnête et de très peu courageux. Quand on dit les enfants n'ont pas été entendus, moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Parce que ces enfants ont été reconnus victimes, ont été indemnisés pour la plupart. Ils ont leur statut de victime. Alors quand on dit qu'on ne les a pas entendus, c'est parce que justement ces enfants accusent a priori des personnes qui ont été acquittées. Mais
Après, je veux pas m'attaquer à ces enfants parce que c'est des enfants qui ont souffert et qui, à mon avis, ont beaucoup de mal encore aujourd'hui à vivre avec tout ça. Cette fille a témoigné dans le documentaire que j'ai réalisé en 2011 et elle dit qu'elle n'a pas été violée, qu'elle a fini par dire oui à tout ce que les policiers lui disaient parce qu'elle en avait marre. Et c'est une petite fille qui a été reconnue vierge quand même pendant l'instruction. Donc le problème, c'est que Serge Garde se défend en disant il y a eu 12 enfants reconnus victimes. Mais le problème dans Outreau, c'est pas qu'il y ait des acquittés qui étaient coupables, qui ont été reconnus innocents. Le problème dans Outreau, c'est qu'il y a certains enfants, comme cette petite fille, qui a été reconnue victime, mais qui ne l'est pas, puisqu'elle est vierge et puisqu'elle dit elle-même qu'elle a menti. Serge Garde a toujours affirmé quant à lui que son seul objectif était en fait de faire toute la lumière sur cette affaire très complexe. En mai 2013, le journaliste Jacques Thomet publie Retour à Outreau, contre-enquête sur une manipulation pédocriminelle. Il a longtemps travaillé à l'AFP, Jacques Thomet, et il décide de reprendre l'affaire à zéro puisqu'il y a certains trucs qui, d'après lui, clochent dans toute cette histoire. Il revient sur plusieurs éléments essentiels, dont un et pas des moindres, c'est qu'au départ de l'affaire Outreau, 3 adultes qui seront ensuite acquittés s'étaient accusés mutuellement et avaient avoué de façon très circonstanciée des faits d'agression sexuelle et de viol. Dans le même temps, l'association française Innocence en danger découvre un détail dans le dossier Outreau qui les interpelle. Le détail est le suivant. Daniel le grand-fils, quand il a été jugé et acquitté à l'époque pour les faits de viol et d'agression sexuelle, en fait, il a été jugé pour des faits qui auraient été commis quand il était majeur. Or, les enfants de lait, dans leur déclaration, ils ont expliqué que Daniel le grand-fils les a agressés et violés quand il était mineur, mais également quand il était majeur. Or, il n'a été jugé que pour les faits commis quand il était majeur. Du coup, l'association relance à plusieurs reprises le parquet afin que le jeune homme soit jugé pour les faits dont il avait été exempté la première fois. Et c'est payant puisque le 18 mai 2015, Daniel le grand-fils est jugé à la cour d'assises des mineurs. Daniel Legrand est arrivé aux assises de Rennes combatif. Il compte bien prouver son innocence, lui qui fut reconnu coupable de pédophilie, emprisonné, puis acquitté en 2005 dans l'affaire d'Outreau. Cette affaire l'a purement fracassé, selon les termes de l'un de ses représentants à ce nouveau procès. Sous traitement médicamenteux, atteint psychologiquement, il a du mal à parler au cours de l'audience. Accusé de viol par Jonathan Delay, des faits que Daniel Legrand aurait commis alors qu'il était mineur. Face à son accusateur, c'est l'incompréhension. Non, c'est à lui de s'expliquer justement pourquoi il ment. Pourquoi il veut m'attaquer alors que je le connais pas. Et il est cœur à l'aise en plus. On voit qu'il a l'air à l'aise. Dans ses mensonges. Incompréhensible. Je comprends pas. C'est quoi leur but dans leur tête, je sais pas. Faire souffrir des innocents. Une nouvelle fois un innocent. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot, je me battrai jusqu'à la fin. Durant la journée, la Cour a souhaité cerner la personnalité de Daniel Legrand. Face à lui, Jonathan Delay. À l'époque du procès d'Outreau, il était partie civile, mais en tant que mineur, il n'avait pas pu s'exprimer. 10 ans après, il désire s'expliquer et faire éclater la vérité. Moi, tout ce que j'attends, c'est d'être entendu, chose qui n'a pas été faite il y a 10 ans. Qu'il soit jugé coupable, acquitté, j'accepterai le choix. Moi, j'aurais fait ma part des choses. Lors du procès, Jonathan Delay et Chérif Badawi maintiennent leurs accusations. D'ailleurs, Jonathan Delay explique qu'il n'en veut pas tant que ça au jeune homme, puisqu'il dit après tout, lui aussi, il a été une victime avant de devenir bourreau. Il a lui-même été agressé. Donc je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Ce que je veux simplement, c'est qu'il dise la vérité. Myriam Badawi, Thierry Delay, David Delplanque et Aurélie Grenon sont entendus. Les 4 disculpent Daniel le grand-fils. De son côté, Daniel le grand-fils nie avoir agressé et violé les enfants de lait. Le 5 juin 2015, il est acquitté. Il est donc définitivement innocenté par la justice. J'ai vraiment pas de mots. C'est les règles du jeu, c'est comme ça. Bon, je me le dois de l'accepter. C'est pas un échec, je repars la tête haute. La justice a tranché, c'est comme ça, voilà. Et je suis content d'avoir eu le courage d'avoir traversé ces 3 semaines. Bon, je ressors pas déçu, c'est la justice qui a décidé, c'est comme ça, voilà. C'est quoi la suite maintenant pour vous ? Moi, ma vie, elle s'arrête pas,
Ça faisait 10 ans que je vivais avec, je vivrai encore 20 ans, 30 ans, 40 ans avec. Moi, ma vie, elle ne s'arrête pas, je continuerai. Et voilà, et en tout cas, c'est pas terminé. Comment vous réagissez au soulagement de Daniel Legrand ? Comment ? Comment vous réagissez au soulagement de Daniel Legrand ? Vous l'avez vu ? Ben, c'est bien pour lui. Enfin, moi, je lui souhaite. Comme j'espère qu'il souhaite le mien. Même si la justice n'a pas été favorable pour moi. Et je lui souhaite de réussir et j'espère qu'il souhaite que je réussisse et que je m'en sorte un jour, et autant que moi je lui souhaite. Moins d'un mois après, soit en juillet 2015, le journaliste Karl Zéro réalise un documentaire sur la pédocriminalité. Et dans son documentaire, il interviewe Cherif Badawi. Et on y apprend qu'effectivement, l'affaire est très complexe et que beaucoup de choses sont bien plus compliquées à cerner que ce qu'il n'en a été dit jusqu'à présent. Bon, je vous passerai un morceau de l'interview à la fin de la vidéo. Le 8 juin 2016, Franck Lavier, donc l'un des 13 acquittés d'Outreau, est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur sa fille, alors âgée de 17 ans. Il s'agit de l'une de ses enfants qui avait été placée en foyer d'accueil en 2011 à la suite d'accusations de maltraitance. À ce jour, l'instruction est toujours en cours. En décembre 2017, Fabrice Burgot devient avocat général référendaire à la Cour de cassation. Certains y voient une promotion, pour d'autres c'est une façon de l'envoyer au placard. Moi, j'y connais rien en droit, donc je ne sais pas. En août 2019, Myriam Badawi est de nouveau condamnée, cette fois à 8 mois de prison pour vol avec violence sur personnes vulnérables et falsification de chèques. Le 6 mars 2020, Thierry Delay, alors âgé de 56 ans, est une nouvelle fois condamné pour agression sexuelle à Toulouse. Il était sorti de prison en 2016, après avoir purgé 15 ans de réclusion, pour intégrer un centre hospitalier, puisqu'il a atteint de sclérose en plaques. Et c'est dans ce centre qu'il s'en est pris à une femme handicapée. Il écope de 2 années de réclusion, en plus des 6 mois fermes qu'il avait pris en 2018 pour détention d'images pédopornographiques. En février 2021, Jonathan Delay publie à son tour un livre qui retrace son parcours au-delà de l'irréparable, et je ne l'ai toujours pas reçu, malheureusement. Comme je sommais de proposer à Éric Dupond-Moretti de me faire face, au moins une fois dans sa vie. Et j'espère qu'un jour qu'il acceptera en toute âme et conscience l'imprudence qu'il a eue d'auditionner une gamine de 7 ans et demi pendant des heures, qui finira par se pisser dessus, tellement qu'elle en avait marre. Je suis effrayé et sidéré. J'ai travaillé sur le dossier pour construire mon livre. Le dossier fait en lui-même 32 000 pages. J'ai travaillé sur différents livres qui sont sortis. J'ai travaillé sur l'enquête parlementaire d'Outreau. J'ai travaillé sur quantité de choses et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est comment on a pu laisser une propre victime enquêter sur son propre dossier, parce que si les choses avaient été dites dès le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je pense que ça devrait essentiellement être l'affaire de tous. Et le 17 mars 2021, soit tout récemment, commence la destruction des 7 tours du quartier de la Tour du Renard à Outreau. Pour la ville, cet acte symbolise un trait définitif sur l'un des faits divers français ayant suscité le plus de controverses depuis 20 ans. Exceptionnellement, cette partie ne comportera pas mon avis, puisque je n'ai pas le droit de contester une vérité judiciaire au risque d'encourir des poursuites. Et comme on sait que l'un des avocats de la défense de l'époque est aujourd'hui notre garde des Sceaux, j'ai archi pas envie d'avoir des problèmes avec Acquitator, donc je vais pas donner mon avis. Tout ce que je peux dire, c'est que cette affaire, elle est mais pas claire du tout. On a des gens qui s'accusent entre eux, des enfants qui sont reconnus violés, des expertises qui démontrent qu'effectivement ils ont été violés. On a tout un tas de personnes qui sont accusées, puis ensuite à la fin tout le monde est acquitté. En fait, cette histoire, moi je l'ai pas comprise, elle me paraît tellement délirante, sachant que par la suite, on a des reliquats du passé, c'est-à-dire des gens qui finalement ressortent pour des histoires de mœurs alors qu'ils avaient été acquittés la première fois. Enfin, j'ai trouvé que vraiment c'était incroyable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne ne veut aborder cette histoire parce qu'on a tellement peur de se dire qu'on a pu se tromper quand on a innocenté. J'ai le droit de dire ça, je pense quand même. J'ai pas dit qu'ils étaient coupables. J'ai dit qu'on a tellement peur de se poser la question en se disant est-ce que finalement on ne se serait pas trompé en acquittant tout le monde, que du coup on ne veut pas ouvrir le volet. Le point qui m'a vraiment perturbée, c'est tous ces signalements qui ont été faits pour les enfants de lait à l'époque.
on avait des trucs de ouf, quoi. Un enfant qui finit dans le coma, une ablation de testicules, des hémorragies anales. Enfin, je comprends pas bien en fait ce qu'il leur fallait à ces gens-là. Là, pour le coup, les services sociaux ont fait le taf, puisqu'ils ont fait à chaque fois les signalements au parquet. C'est le parquet qui n'a pas pris ses responsabilités. La question, c'est pourquoi le parquet n'a pas pris ses responsabilités. Moi, j'ai ma petite idée sur la question, dans la mesure où ces gens venaient de milieux sociaux défavorisés, parce que c'est une réalité que quand on fait partie des basses classes sociales, on n'est pas aussi important que les autres. Ça, c'est pas un mensonge. Ça, c'est pas un truc que j'ai pas le droit de dire, je peux le dire. Mais toujours est-il que, comme ils faisaient partie des basses classes sociales, en plus, voilà, alcoolisme, tout ça, pour le parquet, c'était peut-être pas si important que ça de se pencher sur la question. Ça lui faisait peut-être du boulot en trop. Il avait pas envie de taffer. Je n'en sais rien. Je l'accuse pas nommément. Bon. Pour conclure, je dirais que mon soutien va principalement, et je l'assume, aux enfants. Voilà, moi, mon soutien, je préfère le donner aux enfants, enfin aux adultes qui ont été les enfants victimes. J'espère qu'un jour, ils trouveront la paix intérieure. J'ai qu'un truc à leur dire, c'est que la vérité, elle est ce qu'elle est. De toute façon, eux la connaissent mieux que moi, mieux que quiconque. Eux savent ce qu'il s'est vraiment passé, savent qui leur a fait du mal. Malgré tout, les livres, les dénégations, les films qui sont sortis des uns et des autres pour crier au scandale et au mensonge, eux connaissent la vérité telle qu'elle est. Et j'espère vraiment et sincèrement qu'un jour ils trouveront la paix intérieure, qu'ils auront la possibilité de se reconstruire, d'avancer et de tirer en fait de ce passé douloureux quelque chose de solide pour pouvoir se construire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas vous à me mettre en barre des commentaires ce que vous en pensez. Je vous mettrai le petit sondage à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin de la vidéo, ça j'ai le droit. Ça sera votre opinion et puis voilà. Et n'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires, tout ça, vos ressentis. Donc si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Chérif, est-ce que tu as l'impression que justice a été rendue? Non. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'il n'y ait pas de... Ça a toujours été la même chose. J'ai toujours ce ressenti d'injustice. Que là, les personnes n'ont pas fait bien leur travail. L'avocat général, le président avec ses questions, les avocats. Je pense que les médias aussi ont fait un rôle, ont rejoint un rôle en fait. C'est-à-dire que tu penses que c'était une espèce de répétition du procès numéro 2, celui de Paris où le fameux bot était intervenu pour s'excuser avant même qu'il y ait eu le jugement de rendu. C'est ça. Donc là, tu as eu le sentiment que c'était une escroquerie, quoi. Exactement. Bizarrement, tu pouvais pas être présent pendant tous les moments importants du procès. Pourquoi ? Parce que j'étais en incarcération. Alors on te sortait à certains moments, voilà. Quand on jugeait que ça allait, mais par exemple ta mère, t'as pas pu la voir ? Interdit. Tu lui aurais dit quoi ? J'aurais dit quoi ? Je sais pas si je dois répondre à cette question. Pourquoi ? Ça serait trop violent ? Ouais, je pense qu'ils savaient ce qui allait se passer. Ton beau-père, tu l'as vu. Ouais. Ça, ils ont autorisé. Pourquoi ils ont autorisé que tu vois Thierry Delay ? Je sais pas. Je pense que ils n'ont pas eu trop le choix en fait que je parle. Ça m'a demandé en fait. J'ai demandé. Tu lui as dit quoi ? Il a hésité. Je lui ai dit que c'était une merde. Je lui ai dit que c'était une grosse merde. Qui me faisait pitié aujourd'hui. Tu sais, ça... Pendant des années, en fait, ça a été mon démon. Et la personne que j'ai vue à l'écran, c'était une merde. Des mots d'excuse de sa part, quelque chose ? Rien. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il comprend pas ? Mais c'est quand même ce qu'il a fait, non ? Ouais. Il m'a appelé shérif. Et ça t'a touché ? De lui ? Ah. Pourquoi c'était son racisme qui revenait ? Ouais, je pense. Une façon de te dire t'es pas de mon sang ? Ouais. J'ai
J'ai affronté une personne que j'ai eu peur pendant des années. Et en fait, aujourd'hui, c'est lui qui a peur de moi. Et les acquittés, t'aurais voulu les voir? Ouais. Et ça, ils t'ont empêché aussi d'y aller? Voilà. Qu'est-ce que tu leur aurais dit aux acquittés? Je sais pas si je dois répondre. Je serais parti en vrille. Parce que quand tu as été à la barre, tu les as tous renommés. Ouais. Et clairement accusés. Ouais. Donc c'est ça qu'ils voulaient pas... C'est pas une accusation. C'est une réalité. C'est ce que j'ai vécu. Je pense que ils ont sauvé Daniel Legrand pour se sauver eux-mêmes. En fait, il fallait qu'il n'y ait aucun coupable finalement. À part les 4 si compris. Daniel Legrand, il avouait, tout le monde tombait. Ils ont voulu faire front commun. Voilà. Comment un acquitté, si vraiment il est innocent, il peut dire que Daniel Legrand, il est innocent? Toi, t'as dit... Je prends l'exemple du Chochois. Ouais. Ils n'ont jamais rien fait, mais comment on appelle ça va? Si elle est vraiment innocente. Au lieu de sauver sa peau, elle sauve tout le monde. Et les autres acquittés, c'était pareil. Et Legrand, quand tu as parlé de lui, tu as dit qu'il était aussi victime? Ouais. Il était victime. Puis il est devenu bourreau. Il est, soi-disant, sous traitement. Mais je voudrais bien savoir les traitements qu'il a. Je pense qu'il a un gros poids, en fait. Lui aussi, il me fait pitié, parce que il a un gros poids. Et il veut pas le sortir. Parce qu'il veut pas goûter à la prison. Pourtant, c'est ce qu'il mérite. En fait, je te sens à la fois mélangé entre la pitié pour ces personnes... Et de la haine. Et de la haine, qui est forte. Ouais. Qui me ravage. Qui me coule tous les jours. Et je reviens à la surface. Et tu crois pas que ça serait le moment de dire, bon bah, tant pis, on arrête? On arrête, on laisse tomber. Non, parce que j'ai la vérité dans les mains. Maintenant, tu veux aller jusqu'à la Cour européenne de justice? C'est ça. Pour essayer de faire condamner la France? Je vais essayer. Et là, tu vas tout seul ou vous êtes avec les autres frères? On est 4. La famille est réunie. Et les autres enfants victimes? Il y en avait 12, non? Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Avant ce procès, avant ma condamnation, j'ai promis en fait qu'on allait gagner en fait. Et ils m'ont dit, shérif, on va le perdre. Et moi, je veux pas qu'on me ramasse à la petite cuillère. J'ai été aveugle parce que je croyais encore à la justice française. C'est con. Mais j'y croyais encore. Et pourtant, pendant 2-3 ans, on m'a déconseillé d'y aller. Des avocats aussi. Et mes anciens avocats, parce qu'ils savaient comment ça allait se passer. Et on a perdu. Donc, à chaque fois, tu te retrouves face au même mur. Et ce mur, qu'est-ce que tu peux faire? Soit le faire exploser, soit oublier ce mur et te barrer, non? Pour faire? Pour changer de vie, faire autre chose. C'est chaud, hein? C'est chaud, mais le monde est vaste. Il y a toujours une justice. Même si la justice ne fait pas justice, il y a toujours une justice. Alors c'est sûr que la justice française, j'y crois plus du tout maintenant. Elles m'ont complètement dégoûté. Là.
Alors, ce qui est très frappant aussi, on va revenir aux faits bien sûr, mais ce qui est très frappant dans votre livre, c'est effectivement ce que vous racontez sur ce qui s'est déroulé dans le prétoire au moment du procès de Saint-Omer et ce que vous rapportez au sujet des avocats de la défense. Oui. Alors, il faut savoir que c'est un hasard que deux de ces avocats deviendront des ténors du barreau, des avocats extrêmement médiatiques, à savoir Éric Dupond-Moretti et Franck Berton. Il y en a beaucoup qui se sont fait une notoriété sur l'affaire Doutreau. Il y en a beaucoup qui doivent leur carrière, en partie grâce à l'affaire Doutreau. Ça leur a permis de décoller sur beaucoup de choses. Alors vous décrivez le feu roulant des questions très insistantes. Oui. Des accusations publiques graves, des accusations de mensonges, bien sûr, de mythomanie, des blagues plus que douteuses aussi. Oui. Votre frère, notamment, Chérif, raconte que l'un des avocats lui a demandé s'il avait été violé par des extraterrestres. Oui. Et tout ça, bien sûr, exercé à l'égard d'enfants. De mineurs et même de petits-enfants encore. Ça exerce une pression psychologique vraiment au-delà de tout ce qu'on pouvait déjà vivre, tout ce qu'on avait déjà enduré, les auditions au commissariat, etc. Donc ça ne faisait que rajouter des choses. C'était compliqué, très dur à gérer. Leur méthode était bien ficelée, donc... Tout était fait de façon à nous déstabiliser, nous orienter vers d'autres sujets, ne nous laissant pas répondre de toute façon, parce que dès qu'on voulait répondre, nous poser une autre question, histoire de détourner un peu le regard sur l'autre question. Donc en répondant à la première question tout en répondant à la deuxième, c'est compliqué, et tout de suite c'est menteur. Alors l'un de ces avocats dont on parlait à l'instant, Éric Dupond-Moretti, est entre-temps devenu le ministre de la Justice, donc sous Emmanuel Macron. Et vous décrivez particulièrement sa stratégie d'avocat dans le livre. Vous dites que sa stratégie, c'était la peur, qu'il criait contre les enfants. C'est quelque chose dont vous avez des souvenirs vifs encore ? Comment je pourrais qualifier ça ? Éric Dupond-Moretti, il laisse une trace indélébile. À partir du moment où on est confronté à lui, c'est très très compliqué de l'oublier. Justement, parce qu'il instaure la peur, la crainte. Beaucoup ont peur de lui. Je pense que c'est sa façon de faire qui est propre à lui-même et qui nous, victimes, dérange. C'est vraiment très dur de l'oublier. Je ne sais pas comment l'expliquer concrètement, mais il a une façon de faire qui marque, vraiment. Je pense que je ne sais pas s'il en a réellement conscience. Vous racontez qu'à un moment donné, il vous demande de décrire le papier peint de la pièce où vous êtes, alors que vous subissez des sévices sexuels. C'est une question qu'il m'a posée et qu'il nous a posée de toute façon. Savoir quelle était la couleur de la tapisserie de la pièce dans laquelle on était abusé. Une question sans fondement qui n'a pas de sens. Parce que vous doutez bien que c'est bien la dernière de nos préoccupations. En y réfléchissant, ça aurait peut-être pu changer la donne si on le savait, mais bon, qu'il le ferait, on s'en préoccupe pas, quoi. Vous en voulez à ces avocats ? Bien sûr, énormément. J'en veux pas aux personnes eux-mêmes, c'est leur méthode. Leur méthode d'interrogatoire qui me marque encore aujourd'hui. Surtout quand on est face à des enfants. Je pense qu'il y a une façon de faire, une méthodologie bien particulière, mais qui laisse des traces, vraiment.